Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est une compilation de 5 vidéos sur Spring et Spring Boot disponibles sur ma chaîne. Le but pour moi c'est de mettre à votre disposition une vidéo complète que vous pourrez suivre et qui facilitera votre apprentissage. Afin de m'encourager et de me permettre de produire plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Sans plus tarder, passons au générique. Au sommaire de cette vidéo, vous avez en partie 1 l'introduction théorique à Spring et Spring Boot. En partie 2, un exemple d'application Spring Boot. En partie 3, vous verrez comment tester une application Spring Boot. En partie 4 et en partie 5, vous aurez accès à une liste de ressources pour approfondir vos connaissances en Spring Boot et Java. Le but de cette vidéo est de vous faire une brève présentation de Spring Boot et de Spring. Je vais mettre l'accent sur des définitions importantes à connaître, la structure d'un projet Spring et les annotations associées. Comprendre ces 3 aspects vous permettra de mieux aborder Spring et d'avoir une vision claire des annotations et de leur rôle. Au sommaire de cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre Spring Boot et Spring. Je vais vous donner des définitions importantes, à savoir qu'est-ce qu'un framework, qu'est-ce que l'inversion de contrôle et qu'est-ce que l'injection de dépendance. Ensuite, nous allons aborder en quoi consiste la structure d'un projet Spring à travers les contrôleurs, les services et les repositories, ce qui nous permettra de mieux comprendre les annotations dans Spring et leurs différents cas d'utilisation. Par la suite, je vais vous présenter une liste non exhaustive des annotations Spring dépendant de la couche dans laquelle elles doivent être utilisées. Enfin, on fera une petite conclusion. Spring Boot est un sous-projet du projet Spring. C'est un framework léger qui permet de configurer rapidement une application Spring via des dépendances prédéfinies, les starters et de l'auto-configuration de composants. Spring Boot en lui est le framework de base qui permet de faire de l'injection de dépendances au sein des applications. Cela permet de mettre en place des composants faiblement couplés et favorise l'écriture d'applications maintenables. Avec le temps, c'est devenu un ensemble de projets permettant de développer différents types d'applications, notamment des applications cloud, des applications permettant d'accéder aux données, des applications web et également des applications de gestion de batch. Spring utilise beaucoup d'annotations, cela permet de configurer les composants, les bins, de leur assigner des comportements et par la suite, Spring se charge de les lier entre eux. Nous avons quelques annotations Spring qui sont utilisées, notamment service, component, configuration et ce dépendant de la couche dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce que Wikipédia nous dit de la définition d'un framework? Un framework est un ensemble d'outils et de composants logiciels organisés conformément à un plan d'architecture et des patterns, l'ensemble formant ou promouvant un squelette de programme, un canevas. Il est souvent fourni sous la forme d'une bibliothèque logicielle et accompagné du plan de l'architecture cible du framework. En résumé, on peut expliquer ça avec ces 2 schémas ici. Qu'est-ce qui se passe de manière générale lorsqu'on a des exécutables? Ils sont exécutés directement sur les systèmes d'exploitation. Ce qui fait que c'est le système d'exploitation qui contrôle tout le processus d'exécution de nos exécutables ou de nos programmes. Le framework, lui, il joue principalement le rôle intermédiaire entre nos exécutables, ici des plugins ou des add-ins en général, et le système d'exploitation. Ce qui fait que tout le processus et toutes les phases d'exécution nécessaires à l'exécution d'un plugin sont fournis au framework. Ce qui fait que le framework, de manière additionnelle, peut offrir des services supplémentaires à ce plugin pour pouvoir exploiter notamment le potentiel d'autres fonctionnalités ou d'autres ressources provenant du système d'exploitation. Comme indiqué plus haut, dans un framework, l'exécution des composants ou des plugins se fait dans un ensemble de phases avant de produire un output. Un exécutable ou DLL.NET, un fichier char peuvent être considérés comme des plugins qui sont exécutés au-dessus de frameworks tels que le Common Language Runtime de .NET ou la machine virtuelle de Java. L'injection de dépendance peut être considérée comme une forme d'inversion de contrôle. Dans le schéma suivant, nous expliquons un peu toutes les phases d'exécution d'un plugin au sein d'un framework. Dans un premier temps, nous avons le framework ici et nous avons notre plugin. Notre plugin doit être exécuté sur ce framework et notamment lorsqu'il le récupère, il doit passer par différentes phases d'exécution avant de produire un output que vous pouvez constater ici. Donc ici, ça rejoint notamment l'inversion de contrôle qui dit que le contrôle de l'exécution du plugin est laissé maintenant au framework.
Nous avons une définition très intéressante qui vient de Wikibook, qui dit ceci: l'injection de dépendance consiste à éviter une dépendance directe entre deux classes en définissant dynamiquement la dépendance plutôt que statiquement. En d'autres termes, un changement que je veux effectuer dans une classe ou une dépendance ne doit pas être difficile à effectuer. Comme évoqué, il permet d'implémenter des dépendances entre les classes et les composants. À la base, c'est un pattern qui peut être implémenté sans framework d'injection de dépendance. Dans un cas ici, on peut voir que nous avons une classe A ici qui dépend d'une classe B. Cela signifie que avant d'effectuer une tâche ou bien la tâche dont elle a besoin, la classe A besoin de la classe B. Un exemple concret peut se représenter entre ces deux classes, notamment service qui a besoin de la classe Data Access pour pouvoir accéder aux données. Ici, nous avons un cas concret de dépendance dans la vie réelle. Une télévision a besoin d'électricité pour pouvoir fonctionner, comme une voiture a besoin d'essence pour pouvoir rouler. De la même manière, ici, il existe un contrat entre la prise murale et la télévision. Simplement, on dira qu'il y a eu un contrat entre le constructeur de télévision et le fournisseur de prise murale qui ont dit, avant que tu ne puisses brancher ta télévision à ma prise, il faudrait que l'interface ressemble à ça. Ça rejoint clairement notre notion d'interface dans la programmation orientée objet qui permet de définir un contrat entre deux objets. Ça s'applique également pour la voiture. Si le manche ne correspond pas aux mesures nécessaires pour faire entrer de l'essence dans notre voiture, ça risque de ne pas marcher. Donc, nous allons par la suite voir un cas concret en Java. Un programme qu'on écrira ressemblera à peu près à ceci. La programmation est un objet étant un paradigme qui permet de représenter les objets de la vie réelle. Nous représentons ici notre télévision et sa dépendance vis-à-vis de l'électricité. On aura bien sûr ceci, une classe télévision qui dépend notamment de l'électricité. Pour pouvoir fonctionner, on doit l'instancier. Et après, pour pouvoir l'allumer, on fait une vérification. Si l'électricité est égale à nul, alors génère-moi une exception pour me dire que impossible, je ne peux pas allumer la télé. Sinon, renvoie-moi true. Cette classe ici, elle fait la même chose, mais il y a une petite différence. Nous allons évoquer notamment la notion de faible couplage. Dans cette première classe, qu'est-ce que je fais? Certes, ma fonction, elle instancie très bien l'électricité, mais je suis figé ici parce que je ne peux plus utiliser une autre instance d'un autre type d'électricité. Supposons que j'ai d'autres types de plugs que je veux utiliser, ce sera assez difficile. C'est vrai que dans la vraie vie, c'est un peu le cas. Il vous faut forcément un adaptateur, mais ici, c'est juste pour vous donner un exemple que ce n'est pas une bonne pratique de pouvoir instancier directement une dépendance comme ça. Parce que ici, nous avons une dépendance. Tant que je crée une instance d'une autre classe dans une classe et que j'utilise cette instance dans la classe pour pouvoir faire une action, c'est que je suis en train de faire de la dépendance. Maintenant, ici, dans cette classe, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai plutôt passé la dépendance en paramètre, ce qui me permet plus tard de pouvoir définir plusieurs types d'électricité, si on veut, pour pouvoir être utilisé ici dans notre cas. Un peu devant, je donnerai plus de détails et vous allez mieux comprendre. Ici, nous avons un parallèle entre la vraie vie et puis un programme informatique que nous sommes en train de créer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que notamment une télévision dépendait d'électricité pour pouvoir fonctionner. Ce qu'il faut retenir ici dans la définition d'injection de dépendance, c'est deux mots principaux. La dépendance. Qu'est-ce qu'une dépendance? C'est quand un élément A a besoin d'un élément B pour pouvoir effectuer une tâche. Dans notre cas concret ici, nous avons vu qu'une télévision avait besoin d'électricité pour fonctionner et une matérialisation dans un programme représente une classe télévision, une instance d'électricité, une vérification qui est faite pour s'assurer qu'il y a de l'électricité ou pas avant de faire appel à la fonction allume comme on l'a vu précédemment. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut retenir que la dépendance, c'est ça, c'est que télévision dépend de l'électricité et comment cette dépendance elle est injectée, c'est via le constructeur. Nous verrons par la suite qu'il y a plusieurs types d'injection de dépendance ou plusieurs manières d'injecter une dépendance. Ça fera objet d'autres vidéos, à savoir l'injection via un constructeur, l'injection via un champ et l'injection via un setter. Il est important de comprendre comment un projet Spring est structuré afin de mieux appréhender les annotations qui sont utilisées. La structure d'un projet n'est pas figée et peut varier selon les projets ou les besoins.
La structure d'un projet Spring est basée sur le pattern n-tiers où n représente le nombre de couches disponibles, chaque couche étant spécialisée dans une tâche particulière. De manière générale, on subdivisera nos projets Spring en 3 couches, à savoir les contrôleurs, les services et les repositories. Je vais expliquer dans le détail le rôle de chaque couche. Dans ce schéma, nous constatons qu'on a un utilisateur ici qui a besoin d'accéder à ces données. Mais avant de pouvoir accéder à ces données, il doit pouvoir passer par 3 différentes couches. La couche contrôleur, la couche service et la couche repository qui lui parle directement à la base de données. Une fois que la requête est récupérée, le chemin se fait à l'inverse et il a le résultat. Cela permet d'avoir des couches sécurisées, des applications découplées et ensuite ça permet d'avoir des architectures simples et maintenables. Nous allons commencer ici par la couche service. Quand nous développons une application, il s'agit d'informatiser un métier donné. De ce fait, la couche service reste le cœur de notre application. Dans la couche des services, on implémente les règles métiers, notamment les règles de gestion. Ça reste le cœur de notre application et notamment le domaine que nous cherchons à informatiser. Un exemple de règles de gestion peut être par exemple les noms et les prénoms qui sont obligatoires, représentés par le code ici par exemple. Et ensuite, nous pouvons avoir une autre règle qui peut dire, par exemple, de lancer une alerte lorsque la quantité en stock est inférieure à 0. Certaines règles de gestion sont des classiques, comme le contrôle sur la validité des champs, le format des emails, le contrôle des valeurs numériques. De ce fait, on peut utiliser une API Java Bean Validation pour définir ces règles via des annotations. Je ferai une vidéo dans le futur sur le sujet. La notation principale utilisée dans la classe de service est la notation service. Les contrôleurs permettent d'exposer des fonctionnalités de la couche service. Les contrôleurs sont basés sur le modèle d'architecture RESTful qui permet d'utiliser le protocole HTTP dans les applications pour accéder aux ressources. Dans le protocole HTTP, on utilise les méthodes GET, POST, PUT et DELETE afin de pouvoir accéder aux ressources. Ça permet notamment de manipuler ces ressources et de pouvoir les utiliser. Une ressource peut être un enregistrement dans une base de données, un fichier texte, une vidéo ou n'importe quelle donnée pouvant être utilisée par un utilisateur. La plupart du temps, on accède aux ressources via le pattern CRUD qui représente notamment un équivalent entre tout ce qui est création, récupération, mise à jour et suppression des données qui sont mappées notamment aux méthodes HTTP ici que nous avons. Et ensuite, nous avons une liste non exhaustive des annotations qui sont utilisées dans la couche de contrôleur. Notamment, vous constaterez que nous avons l'annotation REST-controller qui permet de dire qu'une classe va jouer le rôle de contrôleur et qui va intercepter notamment tous ces requêtes HTTP qui viennent. Request mapping qui permet notamment de choisir le type de requête qu'on veut mapper. N'oublions pas que ici, qu'au niveau du HTTP, lorsque j'envoie une requête, je dois définir le type de méthode qu'il doit exécuter. Soit c'est du get, soit du post, du put ou du delete. Donc en faisant un mapping avec l'acronyme CRUD, on sait à peu près à quoi ces méthodes servent. Et en d'autres termes, on dira que ce sont des verbes. Donc nous avons également get qui permet de faire du get, récupérer des données, le post qui permet d'envoyer des données qui consiste notamment à créer des données, le put pour la mise à jour et puis le delete pour la suppression. La couche des repositories permet d'accéder et de manipuler des données disponibles en local ou sur un serveur. Au sein du framework Spring, le framework utilisé pour accéder aux données est Spring Data qui se base sur l'implémentation Hibernate. Il est important de comprendre la notion de spécification et d'implémentation. JPA pour Java Persistence API est une spécification permettant de définir comment un ORM doit être implémenté. Un ORM pour Object Relational Mapping est un outil qui permet de mapper des objets et des tables d'une base de données. On a quelques exemples d'implémentation, à savoir Hibernate, Eclipse Link et TopLink, et il y en a pas mal également. Il se base sur les projets qui représentent des entités du domaine. Exemple, un client. Il utilise des annotations pour mapper les propriétés d'un objet au champ d'une table ou des tables en général. Donc, nous avons une liste non exhaustive des annotations, à savoir repository, entity et table. Il y en a bien d'autres également qui sont utilisées pour implémenter la couche des repositories. En regroupant les annotations par couche, on peut avoir une meilleure compréhension sur le rôle de chaque annotation, notamment la couche contrôleur
qui contient notamment une liste d'annotations qui permet de définir tout ce qui est un contrôleur et d'intercepter les requêtes HTTP qui arrivent au niveau de notre application. La couche service avec l'annotation service, la couche repository avec l'annotation repository et également la couche des tests unitaires qui permet de définir un certain nombre d'annotations qui seront utilisées pour écrire nos tests. Nous allons revenir sur ce sujet particulier des tests unitaires en Spring parce que c'est parfois pas très facile à prendre en compte ni à aborder et je vous donnerai plus de détails et d'explications là-dessus. Vous constaterez qu'il y a une annotation qui revient souvent qui est l'annotation auto-wired. C'est cette annotation qui permet notamment de faire de l'injection de dépendance entre les différents composants. Cette vidéo se veut être une brève introduction à Spring et à Spring Boot. Notamment, cela vous permettra d'aborder plus facilement Spring lorsque vous voulez développer des applications dans ce puissant framework. Le Spring Boot et Spring se veulent être de puissants frameworks qui facilitent la vie aux développeurs. On peut facilement s'y perdre dans la liste des annotations parce qu'il y en a beaucoup, d'où l'importance de comprendre la définition et le rôle de certains frameworks et de patterns utilisés dans Spring Boot et ensuite de comprendre la structure d'un projet Spring. La prise en main peut être assez difficile comme on l'a dit, mais devient facile quand on sait s'y intéresser et réfléchir comme un développeur Spring. Avec Spring, on dispose d'une infinité de tutoriels sur le net, des blogs, des tutoriels, des vidéos et plein de forums qui permettent notamment d'aborder Spring, de se former, de poser des questions et d'aborder tous les aspects nécessaires pour pouvoir comprendre Spring et développer une application. Le but de cette vidéo est de faire une présentation d'une application de gestion de contacts développée avec Spring Boot. L'application est divisée en trois couches, la couche service, la couche contrôleur et la couche d'accès aux données. Au sommaire, je vais, dans un premier temps, décrire en quoi consiste l'application de gestion de contacts, décrire l'architecture de l'application. Nous allons commencer par la couche service, ensuite je vais décrire la couche contrôleur et enfin je vais décrire la couche d'accès aux données. Je vais par la suite exécuter l'application et faire des tests avec Postman. On va découvrir au passage le merveilleux outil qu'est Postman. Et à la fin, nous allons faire une conclusion. L'application gestion de contact a les fonctionnalités suivantes. Insertion d'un contact, modification d'un contact, suppression d'un contact, possibilité de faire une recherche par ID d'un contact et ensuite l'affichage de la liste des contacts. C'est des fonctionnalités communément utilisées dans une application et nous verrons comment elles sont implémentées avec l'aide de Spring Boot. Comme évoqué en introduction, l'application se compose de trois parties principales. La couche service pour la gestion de nos règles métiers, la couche contrôleur pour intercepter les requêtes venant des clients et la couche repository pour la persistance des données. Nous constaterons par la suite qu'il y a d'autres couches intermédiaires qu'on peut ajouter pour gérer différents autres aspects relatifs au développement de l'application. Dans le but de nous faciliter la vie, les équipes de Spring ont développé un projet en ligne qui permet de créer et d'initialiser les projets Spring sur lesquels nous voulons travailler. Pour avoir accès à cet outil, il faut aller sur le site spring.io. Dans le menu Project, vous aurez accès au menu Spring Initializer qui vous amène sur la page suivante. Cette page comprend différentes sections, notamment la partie Project qui vous permet de choisir le type de build que vous voulez utiliser pour votre projet. Les plus populaires étant Maven et Gradle dans le monde de Java. Nous allons choisir par défaut ici Maven Project. Dans la section langage, on choisit le langage avec lequel nous voulons développer notre application Spring Boot notamment. Et nous choisissons Java par défaut. Vous pouvez également faire le développement en Kotlin ou en Groovy si vous êtes habitué à ces langages parce que ce sont des langages compatibles JVM. Vous avez ensuite la section où vous choisissez la version de Spring Boot que vous voulez utiliser pour le projet. Il y a plusieurs versions. Vous avez les versions en cours de développement en ce moment et les versions un peu plus stables qui n'ont pas le snapshot à côté. Donc nous allons choisir la version 2.7.3. Dans la partie Project Metadata, il s'agit de saisir les informations propres au projet, c'est-à-dire le groupe, l'artefact, le nom du projet qu'on veut donner, la description et le package qui sera utilisé comme nom par défaut. Le packaging utilisé ici, c'est du jar par défaut. Vous pouvez choisir également du WAR si vous voulez faire un déploiement sur du Tomcat ou bien sur un serveur qui peut supporter les WAR. Et ensuite, vous avez la version de Java à utiliser. Ici, nous allons choisir la version 11.
Et l'autre section à laquelle nous allons venir après, c'est la partie dépendance où nous choisissons notamment les dépendances avec lesquelles nous voulons travailler, dépendant du type de projet qui nous intéresse et dépendant du type d'implémentation qu'on veut faire. Donc, dans un premier temps, nous allons déjà commencer par remplir cette section avec des noms un peu plus significatifs. Ici, on va choisir Java Tinker par exemple. Point application point Spring pour dire que nous voulons faire une application Spring. Bon, vous aurez remarqué que c'est une application Spring Boot. Donc, on va choisir application Spring. Le nom du projet, on peut le garder par défaut, il n'y a pas de problème. La description également, elle peut rester comme ça, c'est pas grave. Mais la partie qu'il faut modifier, c'est la partie package, où il a tendance à vous choisir un nom avec beaucoup de concaténation sur tous les éléments qui ont été saisis en haut ici. Donc, nous allons garder un nom de package assez simple qui sera comme Java Tinker Application Spring. Nous restons bien sûr sur du packaging jar, sur une version de Java 11. Au niveau des dépendances, sachant que nous voulons faire une application qui doit interagir avec des utilisateurs via des services REST, nous avons besoin de la dépendance web que nous allons choisir ici. Vous remarquerez notamment lorsque je clique ici que j'ai accès à une liste de dépendances rangée par catégorie qui permet notamment de faciliter les recherches. Donc vous avez une section Developer Tool, Web si vous voulez faire des services REST ou bien vous voulez faire du MVC. Vous avez du Template Engine, vous avez la sécurité, vous avez le SQL, la partie importante si vous voulez faire de la persistance de données, et puis vous avez un tas d'autres projets et de dépendances qui sont disponibles dépendant du type de projet que vous voulez faire. Okay. Donc là, l'autre section qui m'intéresse notamment, c'est la partie où je veux faire de la persistance de données. Pour ça, j'ai besoin de Spring Data JPA. Et par la suite, connaissant bien la base de données que je veux utiliser, je dois choisir le driver qui m'intéresse. Sachez notamment que tout ça, derrière ça, ce qui se passe, c'est de l'auto-configuration qui est faite dans Spring, ce qui fait qu'il vous suffit juste d'ajouter ces dépendances, notamment au niveau du driver, et automatiquement, il sait comment se connecter à la base de données en question. Il suffit d'ajouter des paramètres, notamment au niveau des chaînes de connexion, pour qu'il puisse le faire. Mais dans le cas de H2, c'est assez rapide et puis l'intégration se fait très facilement. Donc, on va choisir H2 dans un premier temps. Nous pouvons faire Explore ici pour vérifier le contenu. Nous, on voit bien que nos dépendances sont bien choisies ici. Ensuite, nous venons sur le bouton Generate pour pouvoir générer notre projet. Ici, il va vous télécharger un projet zip, un projet Maven notamment, que vous irez ouvrir dans un IDE de votre choix, IntelliJ, Eclipse ou NetBeans. N'oubliez pas lors de l'import de choisir notamment le fichier POM, surtout dans le cas particulier de IntelliJ, afin qu'il puisse vous le considérer comme un projet Maven et vous le configurer automatiquement dans l'IDE. Voilà notre projet qui est généré. Voilà à quoi ressemble notre projet lorsque nous l'ouvrons dans IntelliJ. Vous constatez qu'il y a plusieurs fichiers, et puis plusieurs dossiers. Les dossiers les plus importants lorsqu'on prend un projet Maven, c'est le dossier main qui contient notre code qu'on implémente, et puis le dossier test qui contient les tests unitaires qu'on écrit. Le dossier target, c'est un dossier qui est généré lorsque nous lançons la commande mven clean install pour pouvoir générer notre jar. Ensuite, nous avons nos fichiers ici. L'un des fichiers les plus importants, c'est le fichier POM qui contient la liste de toutes nos dépendances, qui contient les informations de notre projet et notamment tout ce qui est plugin et puis autres informations, dont notamment le repository sur lequel nous voulons envoyer nos jars à la fin, ou bien le repository sur lequel nous voulons committer notre code dans le cas d'entreprise où nous avons du code en local. Éventuellement, vous pouvez constater qu'il y a d'autres dossiers ici. Ça, c'est le dossier que j'ai ajouté qui contient la configuration Postman qu'on va utiliser pour faire nos tests. Ensuite, il y a une section assez intéressante ici, qui est la section External Libraries, qui contient la liste de toutes les dépendances que nous avons, qui ont été importées par Maven. Et ce qui est intéressant avec IntelliJ, c'est que
c'est de manière interactive. Lorsque vous enlevez une dépendance ici, c'est que automatiquement elle est retirée là et lorsque vous l'ajoutez, elle revient automatiquement. L'intégration se fait de manière implicite. Les autres fichiers, non pas des moindres, sont le fichier help.me qui est un markdown qui contient toutes les informations que vous pourrez mettre pour pouvoir décrire votre projet. Bon, lorsque nous venons dans le code que nous voulons implémenter ici, on constate qu'il contient dans son sein un dossier Java, c'est une convention. Et là, c'est un package que nous avons. Donc, dans notre package, nous avons différentes sous-sections, à savoir les contrôleurs, les génériques, les modèles, le repository service et puis la classe application, qui est notre point d'entrée de l'application Spring Boot. Notamment, l'une des classes qui nous intéresse ici, c'est la classe personne. Personne permet de représenter notre modèle. Donc, qu'est-ce que nous disons dans notre projet? C'est que nous voulons implémenter une gestion de contact. Donc, c'est quoi un contact? Un contact peut être représenté par une personne qui a les propriétés suivantes. Un ID, ça c'est pour des besoins internes, qui a un prénom, un nom de famille, une date d'anniversaire, un numéro de téléphone et puis un email. Le reste, ce sont des getters et des setters qui sont générés. Et ensuite, nous avons également des fonctions importantes comme le equals, qui peuvent être générées directement par l'IDE. Nous avons la fonction hashcode et nous avons la fonction toString. Des méthodes très importantes qui permettent d'améliorer les performances au niveau de l'outil JPA qui permet notamment de gérer nos données. Ensuite, nous venons dans la couche la plus importante, qui est notre couche service. Pourquoi je dis que notre couche service est la plus importante? C'est parce que nous sommes en train d'offrir un service et c'est dans cette couche que nous allons implémenter tout ce qui est règle de gestion. Une règle de gestion, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, c'est notamment tout ce qui permet de gérer au mieux notre métier. Par exemple, j'interdis par exemple que les champs first name et last name par exemple soient vides, ou si j'oblige l'utilisateur à saisir une valeur, ou bien une règle de gestion, c'est de vérifier le format du numéro de téléphone ou le format de l'email qui est saisi. Donc, notamment, notre classe de service personne ressemblera à ceci. Nous avons la classe personne qui hérite de générique service. On va parler de générique service tout à l'heure, qui dépend notamment de person repository. Person repository, c'est lui qui permet d'accéder aux bases de données. On y reviendra tout de suite. Ensuite, j'ai mon constructeur ici où je fais une injection de dépendance par constructeur où je lis maintenant personne à repository. Avantage ici, comme j'avais expliqué, de faire une injection par constructeur, c'est que ça ne nous lie pas forcément à un repository de type personne forcément. Nous pouvons par la suite définir un autre type de repository pouvant faire la même chose et ensuite le mettre en paramètre dans notre constructeur et puis l'utiliser. Donc vous remarquerez en fait que les fonctions classiques que j'utilise ici, c'est un find by pour dire que je veux récupérer une personne par ID. Là je fais appel à mon repository en local ici pour faire l'appel. Je place l'ID, je fais un or else ici. Là pour ceux qui savent, vous aurez remarqué que je suis en train d'utiliser un optional. Ensuite nous avons la fonction find all qui fait appel à la fonction find all du repository. Ensuite, nous avons la fonction create notamment qui permet de créer une personne. Et ici, nous avons à la ligne 35 un contrôle qui est fait pour vérifier si une personne est valide. Cette fonction notamment se retrouve ici. Et c'est quoi son rôle? Elle vérifie tout simplement si la personne que je suis en train de passer a des informations valides. Est-ce que d'abord, la valeur que je passe ici, elle est différente de nul? Est-ce que le first name, il est vide? Ou est-ce que le last name il est vide, ainsi de suite, ainsi de suite. Je mets mes contrôles ici et ensuite je renvoie un booléen pour dire oui c'est correct, c'est tout, mon objet est correct. Maintenant, une fois que je constate que cette validation est false, c'est-à-dire n'est pas bonne en fait et que ça ne marche pas, je lance une exception ici pour dire ok voilà, some values are missing. Vous excuserez mon anglicisme, mais bon, quand on fait de la programmation c'est un peu comme ça. On est amené à faire du franglais, si vous me permettez le terme. Donc, une fois que l'exception est levée, là, le programme ne continue plus. Mais si tout se passe bien, je renvoie quand même l'objet ici, l'objet personne qui est enregistré, et puis je fais quand même un save. Là, c'est que ça a bien fonctionné.
C'est quoi l'intérêt d'avoir une classe service exception? Vous remarquerez ici, c'est une custom exception ou bien une exception personnalisée qui permet notamment de matérialiser le type d'erreur que je suis en train d'intercepter. J'aurais pu avoir plusieurs types d'erreurs que je pouvais matérialiser et notamment en fonction du type de règle, ce serait à moi de lancer l'exception qui doit être gérée. Quand je reviens sur ma fonction update ici, c'est pratiquement la même chose. Il fait un contrôle. Si c'est pas correct, il lance une exception. Et ensuite, il fait un save pour pouvoir faire le update. Ici, au niveau de delete, on passe en paramètre l'ID. On fait déjà un find ID pour récupérer l'ID de l'objet qu'on veut supprimer. Et ensuite, on fait un delete. Nous allons parler de l'importance de l'interface générique service ici. Vous remarquerez en fait que c'est une interface, en plus d'être une interface, il est de type générique qui implémente des fonctions standards, dont l'une des implémentations que nous avons ici, c'est person service. Pourquoi nous utilisons des interfaces ici? C'est pour pouvoir privilégier le concept de programmation à travers les abstractions qu'au lieu de programmer à travers les implémentations. Cela signifie simplement que mon programme, lorsque j'écris mon programme, je dois beaucoup plus réfléchir en termes d'abstraction au niveau des liens qui existent entre les différentes classes. L'abstraction, elle est unique, elle ne change pas, mais les implémentations peuvent changer. Ça fait que une fois que j'ai une implémentation qui change, je n'ai plus à me casser la tête parce que le contrat existant entre les différents composants est déjà là. Et c'est ça, en fait, qui constitue l'interface. Donc ici, vous remarquerez au niveau de mon contrôleur, qu'est-ce qui se passe? J'ai déclaré générique personne au lieu de déclarer personne service, par exemple. Et si je le passe en paramètre, automatiquement, ce qui est fait, c'est que Spring se charge de récupérer, lorsqu'il scanne le projet, il sait identifier les implémentations qui correspondent à cette interface. Donc, automatiquement, il va me les injecter ici, dans le cas de personne service, et cela me permet de l'utiliser notamment sans problème. Ce qui fait que lorsque j'ai besoin d'une autre interface, ou bien d'une autre implémentation, pardon, de service, j'aurais juste besoin de déclarer une autre implémentation, la faire hériter de générique service, et puis avec une annotation qualifier par exemple, si je veux utiliser les deux, ou bien si je ne veux pas utiliser les deux, simplement de le déclarer, et puis cette implémentation est remplacée automatiquement par la bonne. Donc la notion à retenir, c'est la fameuse phrase de la programmation à travers les interfaces, au lieu de programmer à travers les implémentations. Maintenant, on passe à la couche contrôleur. Le contrôleur, notamment, c'est lui qui permet d'exposer nos services. C'est-à-dire, le contrôleur, c'est une classe qui permet d'intercepter les requêtes HTTP que notre client nous envoie. Donc, ce contrôleur, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Il a une fonction find person by ID qui prend en paramètre un ID que je vais mettre dans mon URL ou mon URI, ici, et qui va me renvoyer notamment la personne que je suis en train de rechercher. Ici, vous remarquez qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais un return find ID. Si ce n'est pas correct, alors throw-moi une exception ici, c'est-à-dire un not found. Pourquoi nous gérons deux types d'exceptions ici? Il faut que je m'attarde un peu là-dessus. Là, nous sommes en train de gérer une règle de gestion ici, qui est en train de dire que si tu trouves quelque chose qui n'est pas correct, lance-moi ou bien attrape-moi cette exception. Mais entre-temps, comme on a besoin de faire un mapping avec les réponses HTTP, nous avons besoin quand même de pouvoir exécuter cette exception-là, de la lancer, pour pouvoir ensuite l'intercepter au niveau du REST contrôleur. C'est une notion très importante dans Spring parce que la gestion des exceptions au niveau du contrôleur se fait à deux niveaux. Nous avons les retours qui sont positifs, c'est-à-dire si la requête s'est bien passée, qui sont souvent des 200. Et ensuite, si nous avons des erreurs, il faut quand même renvoyer un message. Et la gestion des messages d'erreurs se fait de manière particulière avec Spring Boot via l'utilisation du REST Controller Exception Handler qui permet notamment d'intercepter les types d'exceptions dont nous avons besoin et ensuite de renvoyer un message personnalisé par rapport à cela. Pour m'attarder un peu là-dessus, vous remarquerez en fait ici que nous faisons quoi? Je dis là, si
tu n'arrives pas à trouver une personne, lance quand même une exception de type métier. Parce qu'on avait dit dans notre couche service ici que si tu as un problème, déclenche quand même ce type d'exception. Ça nous permet, dans la hiérarchie des exceptions, de savoir quand même ce qui s'est passé. Et ensuite, maintenant, pour pouvoir informer notre contrôleur, tu viens ici et tu lances le not found exception. OK. On a deux cas ici. Une fois que ça marche, vous ferez ce qui va se passer, c'est qu'il va juste renvoyer la personne. Correct? Dans notre Postman ou bien dans notre IDE ou bien dans le client que vous utilisez. Mais une fois qu'il y a un problème, il va rediriger la gestion de cette exception-là vers cette classe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la notion de custom message qui est souvent faite lorsqu'on est en train de lancer un programme dans Spring Boot au niveau du contrôleur. Il y a cette notion de custom message qu'on va pouvoir renvoyer à un utilisateur parce que l'utilisateur ne sait pas ce qui se passe dans notre application. Donc, c'est important de pouvoir avoir des messages personnalisés qu'on puisse renvoyer à l'utilisateur. Donc, ici, ce qui est fait en général, c'est que vous pouvez créer un message qui est à votre choix. Hein. Vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Généralement, les gens ont tendance à utiliser error, mais bon, ça dépend. Moi, j'ai utilisé message parce que je peux toujours utiliser plus tard ce même message pour envoyer un message plus détaillé, même en cas de succès. Donc, les propriétés que j'ai ici, c'est status pour envoyer le statut d'erreur, la date à laquelle l'erreur a eu lieu, et ensuite le message. Donc, voilà un constructeur, les getters et les setters. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Lorsque je viens dans mon REST controller ici, remarquez, c'est très important de mettre cette annotation. Qu'est-ce que je fais dans cette fonction? On a vu que j'avais essayé de lancer une exception not found. En fait, ça c'est pour identifier mon HTTP qui correspond notamment au code de statut not found ici du HTTP qui est équivalent au statut 404. Regardez comment ça se fait. Je dis response entity, renvoie-moi mon message customisé. Voilà la méthode, je passe en paramètre l'exception et je déclare un objet de type message où je passe les informations que je veux renvoyer à mon utilisateur en cas d'erreur. C'est une gestion classique. C'est très intéressant de le faire, ça vous permet notamment de catégoriser vos erreurs parce que comme je rappelle, le HTTP, lui, il ne comprend que les codes de retour HTTP. Vous remarquerez dans le REST controller, exception, handler, c'est souvent les cas d'erreur que nous gérons. Les cas de succès sont gérés directement dans le contrôleur. Revenons maintenant à notre classe repository. Repository, notamment, ça s'implémente tout simplement comme ça. Ça fait partie des boilerplates ou bien des facilités offertes par Spring pour pouvoir développer rapidement des applications. Le repository, c'est un design pattern qui est utilisé notamment pour générer automatiquement les fonctions CRUD dont on a besoin pour pouvoir accéder à nos données. Donc, ça se déclare de cette manière. J'ai mon interface, j'ai la notation repository ici, j'ai mon JPA repository qui prend en paramètre le type de personne, qui prend en paramètre le type que je veux gérer et ensuite qui prend en paramètre le type de l'ID. Une fois que cette déclaration est faite, c'est terminé, j'ai accès à une multitude de méthodes. Revenons notamment dans notre classe personne service qui dépend de repository. Vous aurez constaté qu'il m'a fallu juste déclarer ça et ensuite j'ai accès à cette liste de méthodes ici qui sont des méthodes natives et qui sont récupérées automatiquement. Donc c'est pas un mécanisme de proxy, tout ça c'est assez complexe au sein de Spring, mais sachez que ça vous permet notamment de facilement initialiser vos repositories pour pouvoir travailler avec. Donc, je reviens un peu sur la classe modèle. Bon, la classe modèle également, il ne faut pas oublier qu'il y a des annotations qui sont importantes là-dessus. Il s'agit notamment de l'annotation entity et puis table, et puis des autres annotations qui permettent notamment à JPA de pouvoir faire le mapping entre les objets et puis les éléments de la table. Pour ceux qui ne connaissent pas Postman, nous aurons l'occasion de découvrir ce merveilleux outil qui nous permet notamment de tester nos API. Il a été conçu spécialement pour ça et vous constaterez comment il nous permet de configurer très facilement nos accès pour pouvoir implémenter ou tester des API qu'on développe. Une fois que nous sommes contents de notre application, nous allons pouvoir la tester
Mais avant de ce faire, nous devons d'abord la lancer ici avec la commande run. Cela va nous lancer l'application et va lancer tout le contexte Spring notamment. Et vous verrez dans les logs que nous avons des informations très intéressantes, à savoir la console HTTP sur laquelle on peut se connecter, le pool de connexion, et ensuite nous avons également le port sur lequel on doit se connecter ici. C'est à travers ça que nous allons configurer notre Postman pour pouvoir y accéder. Dans le projet, vous trouverez notamment les commandes Postman que vous pourrez importer pour pouvoir faire le test rapidement. Lorsque vous importez le projet Postman, vous verrez à quoi il ressemble ici. Nous avons un ensemble de 5 méthodes, notamment une qui fait du find by person ID, c'est du get. L'une qui nous fait du find person qui renvoie la liste de toutes les personnes, le post qui nous fait la création de la personne, le update de la personne et puis le delete. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Je suis sûr que nous avons une base de données vide en ce moment. Donc nous allons quand même essayer de faire une recherche ici pour voir en fonction de l'URI ici, la personne ici et l'ID. Remarquez que ça correspond exactement à ce qu'on a mis dans notre get mapping. Lorsque je fais un get, je reçois ce message. Vous constaterez qu'il ressemble exactement au message que nous avons défini dans notre REST controller advice. Et on lui a dit de nous renvoyer un statut not found, la date et puis le message. Ok, c'est normal, on n'a rien dans notre base de données. Donc ce qu'on va faire, on va créer une personne ici avec un body là qui ressemble à ça que je vais insérer. Bon, je vais juste changer un peu l'email ici pour refléter un peu la réalité de l'email. Ici, je vais mettre Nina Williams. Et ensuite, je vais valider send. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit oui, qu'il a réussi à créer la personne et voilà les informations qui ont été insérées, voilà son ID. Donc si je reviens ici en find by ID et que je relance ma requête, je retrouve ma Nina Williams. Tranquille. Ensuite, lorsque je viens ici et que je fais un get persons, je n'ai qu'une seule personne, mais il va me renvoyer toute la liste dont il dispose. Donc c'est Nina Williams la seule. Mais même si je m'amuse à ajouter une deuxième personne, notamment je vais ajouter une personne au nom de Paul Phoenix. Ils sont nés à la même date, mais ils ont peut-être un numéro de téléphone un peu différent. Je vais juste faire comme ça, Paul Phoenix, et que je fais send. Il me renvoie le nouveau contact qu'il a créé. Et ensuite, quand je fais un find person, je dois retrouver les deux normalement. Ce qui est plutôt intéressant. Donc ici, nous voyons que nos trois méthodes ici, elles fonctionnent. Le find by, le find person et puis le create person. Maintenant, on va tester notre update person. Ok, toujours dans le body ici, c'est ici qu'on définit notre élément à changer. On va supposer que nous voulons changer le contact numéro 1 qui est Nina Williams avec une personne qu'on appelle Paul Warang qui est ce numéro de téléphone et on va quand même changer son email pour refléter un peu la réalité. Je dis Paul Warang et que je fais. Vous voyez, il me renvoie Paul Warang me disant qu'il a fait la modification. Ça veut dire que si je fais par exemple une recherche ici, find by person, je dois être en mesure de retrouver dans ma liste Paul Warang qui a été modifié parce qu'il avait l'ID 1. Donc, supposons que je veuille modifier maintenant la personne avec l'ID 2 qui est Paul Phoenix. Je viens dans personne ici. J'ai mon ID ici que j'ai qui est le 1. J'avais dit le 2. Mais bon, on peut le changer, pas de problème. Je vais mettre le 2 et que je lance. Il me dit OK, the person with ID has been deleted. Ici, vous remarquerez, c'est un succès. C'est parce que j'ai utilisé ma classe message dont je parlais là pour pouvoir envoyer un custom message à l'utilisateur pour lui parler de manière explicite et lui dire que voilà ce qui s'est passé dans l'application. Donc une fois que je viens ici, que je fais par exemple get persons, vous remarquerez qu'il nous reste juste une seule personne. Architecturer une application, c'est très important pour les projets et faire le choix d'un bon framework également. Il faut savoir choisir son framework pour pouvoir bien implémenter son projet, pour pouvoir ensuite avoir la possibilité de le délivrer assez vite.
Nous avons vu ici comment développer une application avec Spring Boot. On constate que Spring Boot vous permet de prendre en charge le développement de bout en bout d'une application et cela de manière assez rapide et facile. Avoir une bonne architecture permet de faciliter le développement d'applications. Dans la pratique, ça aide à maintenir les projets. Mal structuré, cela peut vraiment mettre en péril tout un projet, voire le pousser à l'abandon. Un projet bien architecturé doit impliquer un code bien organisé. Cela permet de maintenir le code et de délivrer rapidement de nouvelles fonctionnalités. Il est très important dans un monde en constant changement d'être capable d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et cela se matérialise par la capacité d'une équipe de développeurs à délivrer très rapidement de nouvelles fonctionnalités. Le but de cette vidéo est de vous présenter les tests unitaires avec Spring Boot. Les tests unitaires se feront au niveau de toutes les couches, la couche service, la couche contrôleur et la couche d'accès aux données. Au sommaire de cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance des tests unitaires dans le processus de développement des applications. On va voir les différents types de tests, mais nous allons nous pencher uniquement sur 4 types de tests, à savoir les tests unitaires, les tests slice qui s'appliquent beaucoup aux applications Spring, les tests d'intégration et les tests end-to-end. Et pour finir, nous allons faire une conclusion. En tant qu'être humain, c'est dans notre nature de vouloir tester les choses et de s'assurer qu'elles fonctionnent telles quelles. On n'est pas sûr que la première fois que nous sommes en train d'effectuer quelque chose, qu'elle puisse marcher. C'est pour cela que nous avons besoin de tests. Cela s'applique également dans le génie logiciel. Lorsque j'écris un algorithme ou bien un programme, je dois m'assurer qu'il fonctionne parce que je ne suis jamais sûr à 100% qu'il va s'exécuter tel que je veux. D'où l'importance de faire des tests unitaires. Donc, les tests unitaires permettent notamment de tester de manière granulaire notre application. Si on considère que la plus petite unité fonctionnelle d'une application sont les méthodes, le but des tests unitaires est de s'assurer que toutes nos méthodes fonctionnent bien. D'où le terme unitaire. Les tests unitaires permettent notamment de prévenir les régressions. Le terme régression est utilisé pour désigner un changement de comportement dans une application après la modification ou l'ajout de code. Dans la pratique, vous devez lancer vos tests unitaires avant et après avoir fait une modification afin de vous assurer que tout est correct. Si vos tests sont au vert, alors vous n'avez pas de régression potentielle qui ont été ajoutées. Mais s'ils passent au rouge, c'est qu'il y a une régression qui a été ajoutée avec vos modifications et là, vous devez effectuer vos corrections. Les tests unitaires permettent également d'évaluer le niveau de confiance. Il est très important d'avoir confiance en notre code. Cela permet de prendre des décisions importantes comme celle de savoir si les fonctionnalités doivent monter en production ou pas. Ensuite, les tests unitaires permettent également de pouvoir se conformer au processus d'entreprise. Dans les processus de déploiement, il est important de fournir des évidences de tests afin de s'assurer que les applications sont bien testées avant de passer en production. Comme indiqué dans l'introduction, nous allons nous focaliser uniquement sur 4 types de tests. Dans sa globalité, il existe 3 types principaux, à savoir les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. La représentation d'une pyramide permet d'indiquer le nombre de tests que doit comporter notre application. Plus on monte dans la pyramide, plus les tests qui sont lourds en performance sont en faible quantité. Une bonne pratique est d'avoir des tests qui roulent vite. Donc ça ne sert à rien d'avoir une application qui demande beaucoup de temps à tester parce que ça ne permet pas de voir en temps réel ce qui se passe. Et en une journée de 24 heures de travail, vous vous rendez compte que quand vous lancez votre test, au bout de 2 ou 3 builds, vous avez fini votre journée. Ça ne permet pas de livrer très vite. Donc c'est très important d'avoir des tests qui roulent très vite, qui vous permettent de voir très rapidement le résultat de ce que vous avez écrit comme application ou comme implémentation, comme feature que vous êtes en train d'ajouter. Donc, il est tout de même important d'évoquer les autres types de tests, à savoir les smoke tests, les tests système, les tests de charge ou les tests d'acceptance. Mais là, nous n'allons pas évoquer ce type de tests. Notre application se compose de 3 couches principales. On introduira aussi la notion de test slice dans ces tests que nous allons écrire. Nous allons donc tester la couche service pour la gestion de nos règles métiers. Ici, les tests sont écrits de manière classique sans besoin de faire appel à des annotations Spring. On peut utiliser les frameworks tels que JUnit, Mockito ou bien TestNG pour pouvoir faire les tests. N'oublions pas que c'est des dépendances qui sont incluses directement dans les starters de tests de Spring Boot. Ensuite, nous avons la couche contrôleur pour intercepter les requêtes HTTP venant du client. On peut la tester comme une classe habituelle, mais nous allons plutôt faire une classe avec des tests slice et notamment avec la notation web MVC test. Ensuite, en dernier, nous avons la couche de repository pour la persistance des données. Cette couche peut être aussi testée en utilisant un test slice avec la notation data JPA test.
Il est important de comprendre la notion de test slice. Le test slice notamment est un concept en Spring Boot qui permet de charger une partie du contexte pour pouvoir faire nos tests au lieu d'avoir à charger tout le contexte, ce qui peut ralentir l'exécution d'un test. L'unité de mesure choisie étant la méthode, on doit s'assurer que nos méthodes fonctionnent bien et au passage si nos classes fonctionnent bien également. On peut utiliser le framework JUnit qui est inclus dans les dépendances starter de Spring Boot. Il est important également de parler de Mockito qui est un framework qui permet de simuler les dépendances dans les tests unitaires. Il faut éviter d'utiliser la notation Spring Boot car elle permet de lancer tout le contexte Spring lors de l'exécution d'un test, ce qui peut prendre du temps et ralentir les tests. Le contexte Spring est un conteneur qui contient la liste de tous les bins déclarés dans l'application. Ça n'a donc pas de sens de charger 50 classes pour un test unitaire quand je veux juste tester une seule méthode ou une seule classe. Il faut prendre en compte qu'il y a une grande différence entre les tests unitaires et les tests d'intégration. Donc pour de meilleures performances, il est important de savoir quel type d'annotation utiliser. Donc, il faut également noter que toutes les dépendances sont disponibles dans le starter de Spring Boot, à savoir JUnit, Mockito, Assergy et Amcrest. Dans le cas de Spring, on constatera que c'est au niveau de la couche service qu'on aura à utiliser des tests unitaires. Les autres couches nécessitant le chargement d'une partie du contexte ou de tout le contexte. Donc, dans le contexte d'une classe de service, nous allons utiliser les frameworks classiques de tests unitaires que sont JUnit ou Mockito pour pouvoir écrire nos tests. Dans notre cas ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons la notation extend with Mockito extension qui permet de dire que cette classe notamment est prise en charge par Mockito. Une fois que nous avons fait ça, nous devons définir maintenant la dépendance repository avec la notation mock qui permet de dire que cet objet ou cette classe, c'est lui dont on veut moquer et l'exécution de ces méthodes ou bien nous voulons prendre contrôle du comportement que a ces méthodes lors de l'exécution. Notamment, la classe injectMock permet de dire, OK, voilà notre classe que nous voulons tester. Vous remarquerez qu'on l'appelle underTest, c'est une convention utilisée en général qui permet de dire que lors de l'instanciation de cette méthode, alors injecte-moi tous les mocks dont il dépend. Il y a clairement une dépendance entre les deux classes parce que underTest a besoin de repository pour pouvoir récupérer les données au niveau de la base de données. Maintenant, comme évoqué un peu plus haut, les mocks où le concept de mock me permet notamment de prendre contrôle sur le processus d'exécution des dépendances dans la classe que je veux tester. Donc la classe que je veux tester étant personne service, ça veut dire que je dois être en mesure de prendre contrôle de ce que va me renvoyer l'exécution des méthodes qui sont dans la classe personne repository. Donc c'est ce qui est défini ici dans la partie là que nous voyons. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de lui dire when repository find by ID any long pour dire qu'il peut prendre n'importe quel paramètre. Alors renvoie-moi un objet que tu crées. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Cela veut dire que lors de l'exécution de mon test, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque j'exécute mon test, je l'exécute à vrai dire ici, parce que c'est la classe underTest que je veux tester. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? C'est qu'il fait appel, à vrai dire, à repository find ID. Mais en début, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, lorsque tu m'exécutes ça et que tu tombes sur l'exécution de ça, alors renvoie-moi cet objet. Là, nous avons pris contrôle de ce que l'objet doit nous renvoyer, de ce que la dépendance doit nous renvoyer. Ici, c'est moins palpable, mais quand vous venez dans un cas concret où vous testez un service externe, vous n'êtes pas obligé de vous connecter à ce service avant de lancer vos tests. Le mock vous permet notamment de moquer le retour de ce service, ce qui fait que vous pouvez exécuter ce test tout le temps sans avoir besoin que ce service soit activé ou pas. Une fois que c'est fait, que vous exécutez le test, il va vous renvoyer l'objet de type personne ici, dans cet objet front personne. Et là, vous pouvez commencer maintenant à faire vos assertions pour vérifier que les résultats que vous attendez sont bien ce que l'objet a reçu. La notion de contexte est très importante dans Spring et elle permet aussi de définir comment les tests doivent être écrits. Lorsqu'on lance une application Spring, tous les bins sont chargés dans un conteneur et ensuite il gère les dépendances entre ces bins. Par souci de performance, Spring propose le concept de test slice qui permet de charger uniquement une partie de ces bins dans le contexte. Grâce au test slice, je peux juste charger mes contrôleurs ou mes repositories dans le contexte Spring et effectuer mes tests. Notamment, une partie du contexte est chargée pour les tests. Il permet notamment d'avoir des tests rapides lors de l'exécution. Pour les contrôleurs, on utilise la notation WebMVC-Test. Pour les repositories, on utilise la notation DataJPA-Test. Il est également possible de charger explicitement des bins dont on a besoin lors de l'exécution des tests avec la notation Test Configuration. Donc, nous avons une liste non exhaustive des tests slices pouvant être utilisés, à savoir JDBC Test, Data MongoDB Test, JSON Test, REST Client Test et tant d'autres.
Les test slices sont un mécanisme en Spring qui permet notamment de charger une partie du contexte lorsqu'on veut écrire des tests unitaires ou des tests en général. Et on pourrait définir ça comme étant des tests d'intégration avec un chargement de contexte contrôlé ou des tests unitaires avec un chargement de contexte contrôlé. Mais bon, je ne sais pas, l'une des deux définitions peut être plausible, mais moi je le chargerais plus dans une catégorie de tests d'intégration avec chargement de contexte contrôlé. Donc, dans notre cas ici, les tests slice que nous voulons faire, c'est que nous voulons tester une partie du contexte. Donc, l'exemple ici que j'ai, c'est le test de la couche de données. Comment je fais pour tester mes repositories? D'où l'utilisation de la notation data JPA test. Donc, il permet notamment, lorsque je lance des tests, de charger tout le repository et toutes les classes associées avec des repositories notamment pour pouvoir faire des tests en réel sur la base de données. Ce qui se passe également dans notre cas au niveau des tests slice, c'est qu'il interroge réellement la base de données à laquelle il est connecté pour pouvoir faire les tests. Donc, ici, il n'y a pas d'utilisation de mock. Nous ne moquons rien. C'est le contexte en lui-même qui est lancé et on fait des tests sur une base de données en réel. Donc, globalement, c'est un peu comme ça que se comportent les tests slice. Donc, dans notre cas ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons data JPA test qui permet notamment de dire que je charge le contexte en rapport avec les repositories. Ensuite, Active Profile qui est utilisé pour définir un profil particulier ou bien un fichier de configuration particulier dont je veux utiliser les configurations pour pouvoir faire mes tests. Donc, une fois que j'ai défini ce fichier, c'est un fichier YAML ou Properties, lors du test, il sait où aller chercher les informations de config pour pouvoir exécuter les tests. Une fois que le contexte est chargé, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de faire un auto-wired de mes objets que je veux utiliser. Donc, une fois que c'est fait ici, eux, ils sont instanciés. Et par la suite, je peux utiliser cet objet pour faire un test. Ici, par exemple, nous testons le renvoi de findAll pour vérifier si tout est correct. Donc, je fais appel à repository findAll qui va interroger notamment ma base de données. Et dans mes assertions, je vérifie si cette liste est vide ou pas. Un test assez simple. Deuxième test également, je peux vérifier le test de findById, notamment en lui passant en paramètre l'ID d'un objet que je sais qu'il existe bien dans ma base de données parce que ici, je suis dans un cas où j'ai prédéfini mes données sur lesquelles je veux faire un test via un script SQL qui est exécuté pour alimenter ma base de données, qui est au passage une base de données H2. Donc, une fois que je fais un find by ID ici, je récupère tout ça et puis je teste pour m'assurer que toutes les valeurs sont correctes. Donc, c'est un peu comme ça que se comportent les tests slice. Ils sont généralement utilisés au niveau du contrôleur également qui a son annotation à lui et également au niveau de la couche des repositories. Il existe plusieurs types de tests slice également, dépendant du type de base de données ou dépendant de la couche que nous cherchons à tester. Les tests d'intégration permettent de charger tout le contexte Spring et de s'assurer que l'intégration entre les différents binaires est effective. Lors de l'exécution d'un test, le contexte Spring est chargé, ce qui veut dire que tous les bins sont chargés dans le conteneur afin de pouvoir être utilisés dans l'application. Le temps d'exécution peut être long dû au chargement de tout le contexte. Pour faire un test d'intégration, on utilise la notation Spring Boot Test ou avec la notation test conteneur pour pouvoir charger une base de données dans un conteneur Docker ou autre type d'application qu'on veut intégrer dans notre test. Dépendant des cas, on peut avoir besoin d'avoir plusieurs configurations pour nos tests. Par exemple, au sein d'un projet, on peut avoir plusieurs configurations pour plusieurs bases de données, une pour MySQL ou bien une autre pour SQL Server. Donc la notation Active Profile permet notamment de définir des configs qui seront lancés en fonction du type de base sur lequel on veut faire le test. Les tests d'intégration consistent notamment à vérifier que tous les composants réunis ensemble fonctionnent très bien. Donc dans notre cas ici, nous pouvons enfin lancer tout le contexte Spring, qui en d'autres termes veut dire lancer toute l'application Spring, et effectuer des tests là-dessus pour vérifier que tout fonctionne très bien. Donc dans notre cas ici, les tests d'intégration avec Spring se font avec l'appel de la notation Spring Boot Test. Faites attention de ne pas l'utiliser partout parce que cette annotation a tendance à vous lancer toute votre application. Donc ça n'aurait vraiment pas de sens de vouloir tester juste une seule classe service et d'utiliser Spring Boot Spring Boot Test qui risque de vous lancer 50 ou 75 ou 100 classes dans votre contexte. Ça ralentit vos tests. Donc ici dans notre cas, dans notre test d'intégration, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons appel, comme je l'ai dit, à la notation Spring Boot Test avec ces paramètres ici pour définir un port sur lequel il doit rouler. Et parce que nous sommes en train de lancer l'application qui notamment, vous savez, c'est un jar qui va s'exécuter
et qui va exposer une URL et on a besoin forcément d'un port. Donc ici, c'est des variables utilitaires. Je définis le localhost. Je mets un placeholder ici pour récupérer le port qui sera instancié. Et là, j'utilise la notation local serveur port qui permet de mapper le port sur lequel il va rouler et qui est stocké directement ici dans cette variable-là. Donc, c'est cette même variable que j'utilise ici pour construire l'URL complète de mon service. Donc, de ce dont j'ai besoin également, c'est d'utiliser la classe web test client notamment. C'est lui qui permet de simuler l'appel d'un client. Donc, c'est avec lui, je vais exécuter mes requêtes get, post, put ou delete sur cette URL et m'assurer que tout est correct en faisant des assertions là. Donc, pour récapituler un peu, notre classe pour le test d'intégration fait appel à Spring Boot Test. Ensuite, Active Profile pour dire que je veux utiliser les variables définies dans un fichier de configuration particulier. Ensuite, ici, j'initialise mon URL. Je récupère le port sur lequel il s'est exécuté. Je déclare Web Test Client notamment. Et ensuite, au setup, c'est-à-dire à l'exécution du test, je crée mon URL ou mon URI qui sera utilisé. Et ensuite, je le teste ici. Dans notre cas ici, je veux m'assurer que j'arrive à faire bien appel à getPerson ici, avec comme URI personne là. Donc, ça se fait avec la méthode get. Je lui passe un paramètre l'URL ici, exchange, expected status qui doit être un OK. Donc, notamment la plupart du temps ici au niveau des tests d'intégration, même des tests pour la couche contrôleur, c'est de tester les statuts et de tester également les valeurs que vous retournez. Parce que vous pouvez définir un custom object qui permet de définir des retours particuliers. Donc, en général, la première chose à tester, c'est de tester les statuts et ensuite de tester les valeurs que vous avez dans votre réponse. Donc, cet exemple se veut simple. Vous aurez plus de détails en consultant le code source sur les autres types de tests qui ont été effectués et comment les assertions ont été faites sur les autres types de valeurs qu'on cherche à récupérer. Par souci de simplicité, nous n'allons pas exposer ici un code source pour les tests end-to-end. Je vais faire une autre vidéo là-dessus pour qu'on aille un peu plus en détail dans les tests end-to-end, mais il suivra juste une explication pour vous expliquer comment ça fonctionne. Les tests end-to-end permettent de simuler un ou plusieurs cas d'utilisation de l'application. Dans ce cas, toute l'application est lancée. Si possible, tous les autres services externes sont utilisés lors du test. On peut utiliser Docker pour lancer toute l'application et les services externes au besoin. Pour les tests end-to-end, on peut utiliser des outils tels que Postman, Selenium ou Cypress. Par souci de performance, il faut juste tester un scénario minimal sans avoir besoin de tester tous les cas dans l'application, ce qui rendrait le test très long et puis vraiment inefficace. Les tests sont d'une importance très capitale dans le processus de développement des applications. Ils permettent notamment de réduire les risques d'erreur en production, quoique le risque zéro n'existe pas, permettent de s'assurer que les régressions ne sont pas introduites lors de l'ajout ou la modification du code, permettent de s'assurer de la bonne qualité du code. Une des pratiques utilisées est de suivre le taux de couverture des tests et de s'assurer au moins que le code est testé à 80%. Pour cela, il y a des outils tels que SonarQube ou SonarCloud dans sa version cloud ou Jacoco qui sont utilisés à cet effet. Il y a une corrélation entre le code bien architecturé et les tests unitaires. Quand vous commencez à éprouver des difficultés à écrire vos tests unitaires, c'est probable que votre code ne soit pas bien architecturé. Enfin, un test doit être simple et ne doit tester qu'une seule fonctionnalité. Il peut arriver dans la pratique qu'il y ait des gens ou des développeurs qui n'aiment pas trop les tests unitaires, mais je peux vous assurer que c'est une très bonne pratique de pouvoir intégrer les tests unitaires dans vos processus, car cela permet vraiment d'avoir du code bien écrit et de s'assurer vraiment qu'on évite des mauvaises surprises en production. Parce que mieux vaut en amont tester ce qu'il y a et les corriger, avoir des erreurs en test que de les avoir en production. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je ne suis affilié à aucun des sites web que je vais vous présenter. Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous présente 5 sites web qui selon moi sont parmi les meilleures ressources pour apprendre et progresser dans votre apprentissage de Spring et aussi de Java au passage. Vous deviendrez le Hulk de Spring pour ceux qui aiment les super-héros. Restez jusqu'à la fin, il y a un site surprise dont je vais vous parler. Ce site vous aidera à progresser plus vite que vous ne le croyez. Au sommaire, je vais vous présenter les sites suivants: Spring.io, Baidu.com, Reflectoring.io, Rigpil.de,
torbenjansen.com. Il y aura un site surprise, restez jusqu'à la fin. Et ensuite, on aura une conclusion. Spring.io. Spring.io est le site officiel du projet Spring. Avant même de commencer à lire un tutoriel ou de lire un livre sur Spring, je vous recommanderais vivement de faire un tour sur ce site web. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir commencer et comprendre bien Spring et Spring Boot depuis tous les projets associés. Dans la section Why Spring, vous avez une description brève de toutes les fonctionnalités pouvant être prises en compte par Spring et de tous les types d'architecture que vous pouvez développer avec Spring. Et je vous incite vivement à lire cette partie. L'autre partie également qui est très intéressante, c'est la partie Learn, où vous avez un ensemble de tutoriels et de documentation qui vous permettent de prendre en compte ou bien de prendre en main rapidement les projets Spring. Ensuite, dans cette partie, vous avez la partie guide que j'adore beaucoup, où c'est un ensemble de tutoriels qui sont faits pour différents types de technologies ou différents types de projets pris en compte par Spring. Généralement, c'est des tutoriels qui ne sont pas très longs à faire, 15 à 20 minutes, parfois 30, bon, ça dépend. Mais l'essentiel, c'est de passer du temps là-dessus. Un exercice intéressant que moi j'ai eu à faire, c'est que j'ai fait tous ces tutoriels-là et je me suis donné 1 à 2 mois pour en faire 1 ou 2 par jour et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Même si vous n'allez pas utiliser ces projets plus tard, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de comment Spring fonctionne et surtout le secret dans ça, c'est le fait de répéter continuellement la chose qui vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Parce que la programmation, c'est comme une activité que vous faites régulièrement, mais une fois que vous arrêtez, vous perdez les réflexes. C'est comme Spring. Les fois où j'ai commencé ou que j'ai arrêté, je me suis rendu compte que quand je revenais, je n'arrivais plus à faire les liens entre les choses. Mais du moment où je me suis décidé à le faire constamment et à me mettre là-dessus tous les jours, maintenant j'ai développé des automatismes qui me permettent de comprendre comment Spring fonctionne, de comprendre comment je dois faire un projet en Spring et ça facilite vraiment la vie. Donc je vous inciterai vraiment, si vous voulez être bon en Spring, de vraiment prendre cette section et de la pratiquer au fur et à mesure. Ensuite, une section très intéressante dans Spring que j'aime, c'est la section Project, qui contient la liste de tous les projets Spring que nous avons. Comme je disais dans l'une de mes vidéos, Spring était un framework d'injection de dépendance qui s'est progressivement transformé en un ensemble de projets pour pouvoir faciliter le développement d'applications. Donc avec Spring, vous pouvez gérer plusieurs aspects de votre application, à savoir la gestion des données, la gestion des clouds, la gestion de la sécurité, et puis tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à lire les différentes sections de ce projet-là. Ça vous permet de comprendre ce dont Spring est capable. Et quand vous avez un type de problème, vous savez où aller chercher l'information. Et l'une des sections que j'adore également ici dans Spring, c'est que quand vous cliquez sur l'un des projets, vous avez la partie Learn qui contient la documentation de référence. Les documentations de référence de Spring sont très bien conçues et également comme exercice, et ce que j'ai eu à faire moi, c'est que j'ai lu toutes ces sections-là. Prenez la peine de les lire, elles sont très bien documentées, très bien écrites et elles vont un peu plus en profondeur que certains livres parce que pour chaque rubrique, ils vous expliquent très bien les choses. Donc n'hésitez vraiment pas à lire cette section et puis vous avez même l'option de pouvoir le télécharger en PDF si vous préférez. Donc ce que je vous dirais, c'est de ne pas hésiter à prendre connaissance de tout le site web. Oui, je vous dis, prenez connaissance de tout le site web, lisez tout le site web si vous pouvez, vous en sortirez vraiment grandi. Bildung.com. Je suis sûr que vous êtes tombé là-dessus dans le top 3 des recherches lorsque vous aviez des soucis en Java ou en Spring. C'est un site web très bien conçu où les articles sont publiés sur tout ce qui tourne autour de Java et de son écosystème. Vous trouverez des articles très intéressants, notamment dans la section Spring, où il traite de tous les aspects concernant Spring. Et ce que j'aime dans ce site web, moi j'ai tendance à le considérer comme une grosse foire aux questions, où en fonction de ce que vous recherchez, vous allez trouver des exemples de code depuis des explications qui sont bien faites. C'est pas le meilleur endroit selon moi pour pouvoir vite apprendre du Spring de manière structurée. Quoi qu'ils offrent également des cours que j'ai jamais pris, mais que je suppose qu'ils sont très bons vu la qualité de ce qu'ils offrent. Et ce que j'aime également, c'est surtout la section e-book où vous avez différents types de sujets qui sont traités. Ils sont gratuits, il suffit de saisir ces informations sur un email puis vous les téléchargez. Les e-books que j'ai eu à lire, ils sont très bien faits et puis ils sont faits également sous forme de petites facs et vous pouvez l'utiliser comme livre de référence si vous avez besoin de comprendre certaines choses assez rapidement ou bien de vous rappeler de certains concepts. Donc
N'hésitez pas à visiter ce site web ou bien lors de vos recherches, quand vous tombez là-dessus, n'hésitez pas, ils sont super et les documentations et les articles, je veux dire, sont très à jour. Ils mettent souvent la date de la dernière mise à jour de l'article, qui est souvent très récente. Et contrairement à certains sites web que j'ai vus, ils ont cette habitude de ne pas mettre la date. Donc du coup, tu ne sais pas si l'article il est à jour ou pas. Je vous recommande vivement Baldoon.com. Reflectoring.io. Reflectoring.io est un site web que j'ai découvert assez récemment, qui est très intéressant également, qui contient pas mal de rubriques, des articles à jour sur des sujets divers, et les articles y sont très bien écrits. Quand vous venez dans la partie catégorie, vous voyez qu'il traite de différents sujets dont Spring Boot, Java, Node, Kotlin, AWS, Softwarecraft pour ceux qui veulent améliorer leur manière de coder, et puis bien d'autres rubriques. Donc moi, généralement, c'est en faisant des recherches que je suis tombé là-dessus, au niveau des recherches Google notamment. Et la plupart des articles que j'ai lus là-dessus sont très intéressants. Notamment l'article sur les bin validation, là-dessus, qui est très bien fait. Et ensuite, ce qui est bien également, c'est que c'est des articles qui sont très à jour. Il est un peu dans la même veine que Bildung. Peut-être en voie de devenir un peu comme Bildung, mais il n'est pas aussi gros que Bildung. Mais les articles sont de très bonne qualité. Je vous le recommande vivement. Rigpil.de. Si vous voulez devenir un gourou des tests unitaires en Spring, je vous recommande le site rigpil.de. Le site est super bien conçu et traite de tout ce dont vous avez besoin pour savoir faire des tests unitaires en Spring. Prendre en main les tests en Spring ou en Spring Boot peut être assez compliqué et la compréhension n'est pas du tout simple parfois. Et ce qui peut être difficile, c'est l'intégration avec les autres frameworks de tests, dont Test Container pour les tests d'intégration, ou dépendant des différents types de tests que vous voulez faire. Vous remarquerez quand vous venez dans la section All Posts ici, il vous donne des exemples d'articles et des différents types de frameworks qu'il utilise avec Spring pour pouvoir faire les tests. Il y a la section courses également qui me paraît intéressante. J'ai vu le contenu mais je ne l'ai pas encore pris. Je pense que je vais quand même essayer de prendre un de ces cours un jour. Il m'a l'air d'être très intéressant et puis il donne beaucoup de détails. Mais pour vous dire, la section post avec tous les différents types d'articles dont il traite vous permet vraiment d'avoir une meilleure vision de comment écrire vos tests en Spring. Donc, je vous recommande vivement d'aller sur ce site web. Dépendant de ce que vous voulez faire, ça vous permettra de bien comprendre comment faire vos tests unitaires. Torbenjansen.com. Si vous voulez devenir bon dans tout ce qui est JPA, puis en Spring Data JPA notamment, en gros, pour dire tout ce qui est accès aux données en Java, je vous recommande vivement ce site web. Les articles sont bien faits, ils vont en profondeur dans toutes les différentes rubriques et notamment il explique en détail souvent les annotations qui sont utilisées en Java et les avantages et les inconvénients de ces cas d'utilisation. Il a un article très intéressant où il parle notamment de comment utiliser la notation data de Lombok au niveau des entités, ce qui est vivement très dangereux et ce qui n'est pas recommandé en fait. Donc n'hésitez pas, une fois que vous faites vos recherches sur Google et que vous tombez sur Torben Jansen, je vous recommande vivement de lire ses articles, c'est très bien fait. Il a également une chaîne YouTube où il donne pas mal de conseils intéressants et souvent je pense que c'est quand même la suite de ces tutoriels là qu'il convertit en vidéo et il explique pas mal de choses. Donc je vous recommanderais vivement de faire un tour sur ce site web, vous n'allez pas regretter. Notre fameux site surprise, il s'agit de StackOverflow.com. C'est le site surprise dont je voulais vous parler. Je suis persuadé qu'il y avait parmi vous qui ne s'y attendaient pas. Vous n'avez pas idée les gars à quel point ce site web est une mine d'informations. Malheureusement, les tutoriels, les livres ou les vidéos de formation que vous aurez sur YouTube ou Pluralsight ne vous diront pas forcément tout. Et c'est vrai, ils ne peuvent pas tout couvrir. Maintenant, si vous avez des questions complémentaires, les forums dont Stack Overflow sont l'endroit idéal pour pouvoir obtenir des réponses à vos questions. Par exemple, je peux me demander c'est quoi la différence entre Spring et Spring Boot. Je vous assure qu'il y a déjà quelqu'un sur cette terre qui a posé cette question et qu'il y a d'autres êtres humains qui ont répondu avec des détails et puis de bonnes réponses. Donc, amusez-vous de temps en temps à faire ce genre de recherche. Vous aurez de très bonnes réponses et vous n'allez pas regretter. Ça vous permettra notamment de compléter vos connaissances sur le sujet. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser. Mais la première règle, c'est de vous assurer que votre question a déjà été posée. Et je suis sûr à 90% que c'est une question qui a déjà été posée. Donc,
Par exemple, ce qui est bien, c'est qu'il a des rubriques tags. Dépendant de vos intérêts ou de vos technologies, vous pouvez aller regarder les questions disponibles. Donc, vous avez le choix, soit répondre aux questions. Moi, j'utilise ce forum pour évaluer ma marge de progression, notamment pour savoir si je comprends bien les technologies. Plus vous comprenez une technologie, plus vous êtes bon dans une technologie, et plus vous aurez tendance à répondre facilement aux questions qui sont posées sur ce forum-là. Donc, quand je viens ici dans les détails de mon compte, vous pouvez constater que bon, j'ai répondu à pas mal de questions quand même, qui sont plus ou moins arrêtées ou pas. Notamment, comment il fonctionne. Quand vous répondez que la question est utile, la personne peut vous donner un plus 1 ou bien il peut marquer la question comme étant la bonne réponse qu'il a eue, ce qui vous donne 15 points. Donc, je vous inciterai à le faire. C'est très intéressant et parfois très addictif même. Et même quand vous n'avez pas la réponse immédiate à une question, ça vous incite à aller chercher et à pouvoir donner une réponse. Et là, de la même manière, vous apprenez. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à aller sur ce site web, je vous le recommande à 100%. Créez-y un compte, naviguez là-dedans. Une fois que quelqu'un répond à une de vos questions, ou bien que vous avez lu une question qui vous a semblé utile, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air ici pour noter la question. Ça encourage quand même à venir. Pour ceux qui ont tendance à répondre aux questions souvent, comme nous, ça nous encourage à vouloir progresser et à pouvoir toujours aider les autres. Maintenant, une autre chose que les gens ne savent pas, c'est que Stack Overflow est un sous-projet ou bien est une sous-communauté en fait de la grande communauté Stack Exchange en fait, qui contient plusieurs communautés par type d'intérêt. Notamment, vous avez une communauté ici, quand je viens dans mon profil, je suis abonné à la communauté Code Review, où ils ne posent que des questions exclusivement sur des code reviews. Donc, si vous voulez affiner votre manière de coder ou bien si vous voulez exercer pour pouvoir pratiquer du bon code, n'hésitez pas à aller dans cette partie-là, où vous verrez notamment pas mal de questions que les gens posent sur comment améliorer du code, comment review de code. Pas mal de personnes viennent poster certains codes, ça fait du bon exercice. Également, si vous voulez améliorer vos compétences en architecture et en design, je vous inciterai à vous inscrire à la rubrique Software Engineering où les gens répondent à beaucoup de questions, notamment sur tout ce qui est architecture, design orienté objet, algorithme, tout ce qui est programmation et bonnes pratiques, tests unitaires, domaine driven, design et tout ce qui va avec. Donc si je prends par exemple la partie design pattern, vous avez quelqu'un qui vient me poser une question là qui dit responses API design categorize response object all serve. Okay. Donc si on va là-dedans, vous pouvez lire. Les gens se posent vraiment pas mal de questions sur beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez voir que ça peut vous permettre de comprendre un sujet que vous aviez des mois à ne pas comprendre. Donc, moi, je traîne pas mal là-dessus. C'est vrai que je n'ai plus trop répondu sur cette section-là. Je suis un peu plus concentré sur la partie Stack Overflow. Mais de temps en temps, je viens ici pour regarder. Mais si je n'ai pas de réponse, je peux aller chercher à approfondir le sujet puis venir répondre à la personne. Donc, voilà, n'hésitez pas. Stack Overflow, Software Engineering et puis tout ce qui est code review. N'hésitez pas à vous abonner sur le réseau Stack Exchange. Pour conclure, les conseils que je peux vous donner sont les suivants. Ne cessez jamais d'apprendre. Appliquez le principe du no day off comme le font les sportifs professionnels. Ils travaillent tous les jours. Sauf si vous avez une mémoire infaillible, ce qui n'est pas la chance pour au moins 70 à 80% de la population, le secret de l'apprentissage réside dans la répétition. N'hésitez pas à pratiquer, à relire parfois certains livres ou ouvrages si vous en avez le temps. Trouvez un moyen d'évaluer vos connaissances. Moi, j'utilise par exemple Stack Overflow ou encore vous pouvez préparer une certification si vous avez le temps. Proposez des formations à vos collègues si vos employeurs vous le permettent. C'est aussi un moyen de pouvoir évaluer ses connaissances et de pouvoir les approfondir. Enfin, mettez en place un processus d'apprentissage et surtout croyez en ce processus. Un peu comme Trust the Process pour ceux qui sont fans de NBA et connaissent un peu le parcours du pivot Joel Embiid, il est important d'avoir foi en un processus et de pouvoir l'ajuster aux besoins. N'hésitez pas à le reparcourir, à évaluer, à voir si ce que vous faites, est-ce que ça vous aide à avancer et à pouvoir le réajuster au fur et à mesure. Aucun processus n'est parfait, c'est avec le temps qu'on arrive à trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Et surtout, ne lâchez pas. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette liste est mon avis personnel et ne reflète en rien la vérité absolue. Je ne suis affilié à aucun des auteurs ni aucune des maisons d'édition citées. Le but de cette vidéo est de vous présenter le top 5 des livres Java que vous devez absolument lire afin d'accroître vos connaissances de ce langage et des API disponibles dans son écosystème.
L'une des difficultés que nous rencontrons dans l'ingénierie logicielle est de devoir lire constamment et rester tout le temps à jour en faisant une veille numérique régulière. Vous n'avez pas besoin de lire tous les livres, mais vous devez lire les meilleurs car le temps est une denrée rare. Dans cette vidéo, je vais vous lister 5 livres Java qui, selon moi, vous permettront de progresser très rapidement. Nous avons Java in Action. Ensuite, Programmer en Java. OCP Certified Professional Java SE 11, Programmer Second Edition. Java Language Features. Et enfin, Effective Java Third Edition, le livre à lire absolument au moins une fois dans votre vie. Et pour finir, il y aura une petite conclusion. Java in Action. Bien qu'écrit pour la version 8 de Java, il reste très important car il fait le pont entre Java 7 et l'arrivée de Java 8 qui a apporté des changements majeurs dans la syntaxe et les concepts de Java, à savoir l'ajout de la programmation fonctionnelle via les lambda expressions qui sont exploitées dans l'API Stream. Java 8 étant le socle sur lequel se construisent les nouvelles versions de Java, ce livre vous permettra de comprendre dans l'essentiel la nouvelle manière de programmer en Java. Il est très agréable, très bien rédigé et les concepts y sont bien expliqués avec des exemples détaillés. Programmer en Java de Claude Delanoë. C'est un excellent pédagogue et il arrive à expliquer les choses très simplement. C'est par ses livres Programmer en C et Programmer en C++ que j'ai débuté la programmation. Tout y est bien expliqué et tout est clair en général. Bien que faisant 900 pages, vous n'êtes pas obligé de le lire en totalité. Il sera utilisé comme un livre de référence au cas où vous avez besoin de vous rappeler de certains concepts. Je vous le recommande, il est très bon pour les débutants. OCP Oracle Certified Professional Java SE 11 Programmer 1 Second Edition est un livre destiné à la préparation de la certification Java 11. Le constat que j'ai fait est que les livres de certification vont à fond dans les concepts de base et comment fonctionne Java en arrière-plan, en allant de l'ordre d'initialisation des variables dans une classe, les valeurs par défaut de chaque type, les différences entre les types primitifs comme les int, les floats et les types de référence objets, string ou les classes. Il explique en détail comment la machine virtuelle fonctionne et comment le garbage collector supprime les objets en mémoire. Évidemment, les expressions lambda et l'API Stream y est abordé en détail. En gros, que vous prépariez une certification ou pas, je vous recommande vivement ce livre. Vous en sortirez changé. Java Language Features, c'est un livre qui est dans le même genre que Java in Action. Il vous présente les changements apportés dans Java 8. Il est facile à lire, il peut être utilisé comme un livre de référence. Vous n'avez pas besoin de le lire en totalité. Les exemples y sont bien expliqués, bien que je trouve certains un peu complexes, dans l'ensemble, c'est un livre qui se lit assez facilement. Enfin, nous avons Effective Java Third Edition, le livre à lire absolument. 900 pages quand même. Il est écrit de telle sorte que vous n'ayez pas besoin de le lire chapitre par chapitre. Et son auteur n'est autre que Joshua Bloch, l'architecte de l'API Java Collection. Ce livre pourrait être classé dans une catégorie Best Practice car il est destiné à vous apprendre à écrire du bon code Java. Je vous recommanderais de le lire une fois que vous avez un peu d'expérience avec le langage et surtout c'est un livre qu'on lit pour toute la vie car vous allez l'utiliser comme un livre de référence. Je le recommande à 100%. Gardez-le sur votre chevet et consultez-le une fois que vous avez des soucis, des oublis ou des doutes. D'ailleurs, il y en a qui ont fait des résumés de ce livre sur GitHub qui permet de se le trouver facilement. Avant de conclure, j'aimerais ajouter une mention honorable pour 4 autres livres, à savoir At First Java, Modern Java in Action, Java The Complete Reference, 12th Edition et Core Java for Impatient. Je donnerai les liens de tous les livres dans la description. J'ai eu à lire ces livres et ils m'ont aidé à progresser vraiment, tout en m'aidant à comprendre à fond certains concepts et c'est vraiment très intéressant. Je vous inciterai à les lire et comme je dis toujours, les lire sans pratiquer, ça ne sert à rien. Une fois que vous les avez lus, pratiquez autant que vous pouvez, référez-vous à ces livres. Ce pas des livres qu'on lit une fois, vous pouvez les lire une fois, 2 fois, parfois 3 fois pour les mêmes livres, pour être sûr que vous comprenez bien les concepts. Donc je vous souhaite bonne chance et surtout, prenez le temps de lire et de pratiquer.